Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Laurent, comment vas-tu ? Très bien. Et toi, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Ça va, et j'allais dire, pour ceux qui voient la vidéo, vous avez remarqué, on est 3, parce qu'on a un guest qui s'appelle Alban, il a 4 mois, et on est en train de le former au SAV pour qu'il reprenne le podcast quand on sera à la retraite. Ouais, et ça va bien avec le thème d'aujourd'hui, on commence très très jeune. Et voilà, exactement, faut start them young, comme ils disent en anglais. Parce qu'aujourd'hui, on va discuter de comment on trouve des techniciens, et puis surtout comment on les garde. J'allais dire, de toute façon, c'est surtout déjà comment on les trouve, parce que c'est difficile de trouver des techniciens, c'est encore plus difficile de les garder. Donc on va parler de recrutement, et pour commencer déjà, c'est comment on va travailler l'image que l'entreprise renvoie à l'extérieur, c'est-à-dire l'attractivité de l'entreprise. Est-ce que c'est par là qu'on commence d'ailleurs, en fait, Laurent ? C'est plutôt ça que j'aurais dû te demander. C'est souvent un bon point de départ. En fait, la question de l'attractivité, elle se décline même à deux niveaux. Elle se décline sur l'attractivité du métier lui-même, sur le fait qu'on ait un vivier de personnes, de techniciens qui ont vraiment envie de faire ce métier-là, donc de jeunes qui ont envie de faire ce métier-là. Donc, il y a pas mal d'actions qui sont menées par les écoles, par des syndicats professionnels pour rendre le métier attractif, parce que longtemps, il a été relativement dénigré. Donc, il y a aussi cette mentalité, cette culture qui est assez diffusée, peut-être pour des parents qui ont peut-être un peu de mal à laisser leur enfant aller vers un métier technique, en pensant que c'est quelque chose de pas très valorisant, alors qu'en fait, au contraire, c'est un métier extrêmement recherché, où il est extrêmement difficile de trouver des techniciens bien formés, avec suffisamment d'expérience, avec à la fois et la capacité technique et la capacité comportementale, relationnelle. Donc aujourd'hui, c'est un métier, si des parents nous écoutent et que vos enfants ont envie d'aller vers de la technique, d'avoir un métier qui soit dans le concret, dans le manuel, que ce soit autour des questions mécaniques, hydrauliques, électriques, électrotechniques, automatisme, informatique, tous ces métiers-là, rassurez-vous, ce sont des métiers d'avenir. On a besoin de ces personnes. On a besoin de compétences dans ces métiers-là. Donc le premier, je veux dire, c'est l'attractivité du métier lui-même qui est à travailler encore et toujours. Et puis évidemment, l'attractivité de l'entreprise. Une entreprise qui a des difficultés à recruter doit absolument se poser la question de savoir si elle est réellement attractive. Quelle est l'image qu'elle a renvoyée sur le marché ? Comment elle vient, cette image ? Elle vient à travers, bien sûr, la communication qu'on fait, le marketing, le site web, les documents, la façon dont les équipes se comportent sur le terrain, les commerciaux, au téléphone, les techniciens. Donc tout ça, ça construit une image de l'entreprise. Et cette image-là va faire que l'entreprise va être connue positivement ou négativement ou de façon neutre. Il peut y avoir un peu tout. Et donc, l'objectif, c'est de piloter ça. C'est de faire en sorte d'avoir la main sur l'image que l'on construit. Et aujourd'hui, on est dans un monde où la question de la promesse et de la réalité se confrontent tout le temps. C'est-à-dire que le marketing que je vais utiliser, la façon dont je vais communiquer sur le marché, si ça ne correspond pas à la réalité du terrain, eh bien, ça va vite se voir et vite se savoir. Je donne un ou deux exemples concrets. Vous êtes une entreprise, vous avez un bon marketing, vous avez un joli site web qui présente bien vos machines, qui présente un peu votre prestation, mais la page concernant le SAV sur votre site web, elle contient 5 lignes. Et vous avez dit partout que le SAV, c'était le nerf stratégique de votre politique de développement. Il y a une incohérence. C'est la façon dont on parle de notre service après-vente, de notre service client et ce que l'on peut en voir concrètement. Et si ça, c'est pas aligné, déjà, c'est pas attractif. Déjà, ça veut dire qu'en fait, il y a un message qui est marketing, mais qui est pas la réalité. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est évidemment la façon dont dont mes collaborateurs vont parler de moi. De l'entreprise, j'entends. Donc, si mes collaborateurs sont moyennement bien traités, que j'ai un turnover assez important, les gens s'en vont, et ils viennent, et puis au bout de 6 mois, ils s'en vont, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Évidemment que ça n'envoie pas un message sur le marché d'une société où il fait bon vivre, où ça va être sympa d'être un technicien dans cette entreprise, etc., etc. Donc, c'est la façon dont dont vous communiquez et surtout la façon dont vos collaborateurs parlent de vous, c'est fondamental.
Et donc, ça pose une question managériale derrière. Hein. Ça pose une question de rémunération, de façon dont on manage les gens, dont on les forme, dont on leur donne envie de rester dans l'entreprise. Ouais, là, ça devient super technique, hein, parce que pour être beaucoup sur LinkedIn, là, et je voyais déjà encore un post ce matin qui parlait des gens toxiques dans les entreprises. Ouais, là, c'est vraiment tentaculaire. Mais c'est marrant ce que tu dis, la page SAV, justement, il y a pas longtemps, moi, quand je prospecte, je cherche des gens qui travaillent au SAV. Et donc, parfois, je vois des onglets SAV, et c'est vrai que tout ce que je vois, 90%, ça fait 5 lignes, hein, c'est vrai. Et à part dire les trucs qu'on voit partout, ça donne pas envie, quoi. Alors que pourtant, tout le reste a vraiment de la gueule sur un site. Donc, il y a aussi pas grand monde, hein, qui parle du SAV, malheureusement. Par contre, pour donner des idées à ceux qui nous écoutent, on voit de plus en plus des techniciens, et j'en ai un en tête, qui travaille pour un concessionnaire Manitou, et lui, il a dû être formé, et sur LinkedIn, sur Facebook, tous les jours, il met un post de ce qu'il est en train de faire. Ouais. Je trouve que rien que ça, déjà, tu vois que le gars est passionné, et puis en plus que les conditions de travail, elles sont bien, et comme c'est lui qui prend la parole, et c'est pas un RH, c'est pas un dirigeant, tout de suite, ça change tout à fait la projection et l'idée qu'on s'en fait, parce que on se dit que ça a pas l'air trop mal quand c'est les salariés qui s'occupent, les salariés qui s'occupent de la communication. En tout cas, certains en font partie. Et ça, on en voit de plus en plus. Est-ce que ça marche un peu? Toi, t'en vois aussi de ton côté? Oui. En fait, ça fait parfaitement le lien avec la question de la stratégie de recrutement. En fait, si on veut attirer des talents, il faut absolument avoir une stratégie. Il faut avoir réfléchi, à ce qu'on veut communiquer, à ce qu'on veut obtenir, qui on veut obtenir, quel profil, on veut quel type de personne chez nous, avec quelle valeur. Pas seulement une question de compétence, mais surtout une question de valeur. Ce qui fait que quelqu'un reste dans une entreprise, c'est parce que ses valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise concrètement vécues fonctionnent, elles sont alignées. Si elles sont pas alignées, on n'a pas envie de rester. Personne, que ce soit un technicien ou n'importe quelle autre fonction. Donc, le premier point clé pour moi, c'est d'avoir défini clairement les valeurs que l'on a dans l'entreprise, celles qu'on a réellement, pas celles qu'on a écrites sur le site internet, celles qui sont réelles, vécues par les gens. Alors des fois c'est aligné, c'est très bien, c'est parfait, et puis des fois ça l'est pas. Et donc ensuite avoir défini clairement les fiches de poste, les compétences qu'on cherche, etc. Ça c'est relativement classique. Mais dans la stratégie, c'est donc de se dire il y a un moment avant, il y a un moment pendant, il y a un moment après. Le pendant, c'est le plus facile, c'est celui que tout le monde connaît. Quand je cherche quelqu'un, je construis une offre, je diffuse cette offre sur LinkedIn, sur différents fichiers, différentes plateformes, Indeed ou d'autres, qui sont plus ou moins spécifiques, plus ou moins niches, de manière à ce qu'on voit que je cherche quelqu'un. Très bien, ça c'est la plus facile. Mais il y a tout un avant qui est très négligé. L'avant, c'est effectivement ce que tu viens de décrire. Comment mes salariés parlent de moi. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse du fait que nos collaborateurs vont parler de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Autour d'eux déjà, bien entendu, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut le piloter. L'exemple que tu donnes, c'est une très bonne démarche. C'est-à-dire, je vois avec mes collaborateurs les plus communicants, les plus à l'aise, je définis une stratégie, une trame de comment, quel a un peu l'esprit de ce que je souhaite comme communication, et ensuite, je les laisse faire. En fait, j'ai posé un cadre et je les laisse communiquer sur les éléments qu'ils vivent au quotidien. Et évidemment, si je fais ça, c'est que j'ai quand même le pressentiment que ce qu'ils vont dire est plutôt positif. Parce que je les traite bien, parce que je fais en sorte qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils évoluent, qu'ils soient accompagnés, etc. Donc, si ça c'est en place, je peux avoir un avant qui est très construit, avec 2, 3, 4 personnes qui publient des choses, qui parlent de leur quotidien, de la vraie vie, de ce que c'est qu'être un technicien atelier, un technicien de support au téléphone, un technicien d'assistance à distance, etc. au quotidien. Et qui rendent un peu plus transparent ce qu'on vit à l'intérieur. Eh bien ça va contribuer fortement à l'attractivité. Pourquoi? C'est parce que c'est concret, et comme tu le disais très bien, c'est des vraies personnes. C'est pas un communicant qui essaye de dire regardez comme c'est beau chez nous, c'est quelqu'un qui dit voilà ce que je vis. Exactement. Et ça, c'est attractif. Ouais, c'est extrêmement fort. Et pour le coup, c'est marrant parce que, pareil, semaine dernière, j'ai vu une vidéo qu'on peut appeler marque employeur. Hein. J'aime pas ce jargon, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils appellent la marque employeur. Et dedans, c'était le dirigeant et le responsable commercial.
les images magnifiques, et on voyait donc le dirigeant parler des fois et le responsable commercial. Sauf que ces gens-là, donc on est dans le milieu de la concession agricole, ces gens-là étaient tellement mal à l'aise qu'ils récitaient un discours par cœur, et que ça donne pas du tout envie. Ils ont vraiment, quand tu vois ça, tu te dis mais ils ont tout fait, sauf que ça donne pas envie parce que c'est appris par cœur et tout de suite, je sais pas, ça casse le truc. Alors que l'entreprise est magnifique, que le dirigeant, moi je l'ai déjà rencontré, c'est une personne qui n'est pas du tout comme elle est dans la vidéo. Donc en fait, je pense qu'ils ont voulu tellement border le truc pour que ça soit nickel que ça en devient vraiment fake, tu sais, ça donne vraiment pas envie. Et ça, c'est aussi le truc à vraiment pas faire, quoi. Faut vraiment laisser parler son naturel. Mais bon, après, c'est chacun est à l'aise à passer devant une caméra, mais ça, c'est vraiment important d'être finalement, de rien cacher, quoi. Faut être authentique. Et comme tu le dis, le problème sous-jacent, c'est que si les managers, les dirigeants, l'ambiance dans l'entreprise est mauvaise, on l'aura jamais ça. Donc c'est un peu à double tranchant. Et donc faire parler les salariés, magnifique, faire de la marque employeur, pourquoi pas. Tout ça, c'est une stratégie qui a une durée. Toi, tu dirais que ça doit prendre combien de temps, ça? Moi, j'en ai déjà discuté. Je vais te dire ce que j'ai à dire après, mais je voudrais avoir ton avis avant de balancer ma réponse. Si on veut mettre ça en place, combien de temps ça doit durer? Alors, combien de temps ça doit durer? Ça n'a pas de fin. En fait, c'est une communication au long cours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour faire le lien avec l'exemple que tu as donné, il faut absolument le faire de manière authentique. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire des messages très corporate, entre guillemets, c'est-à-dire très lisses, où tout a été écrit, chaque mot a été pesé. Cette période-là, elle est révolue. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, évidemment, mais simplement, on est en recherche, et tous, autant que nous sommes, d'authenticité. On veut voir des vraies personnes raconter des vraies choses. C'est vraiment basique. Donc, dans l'exemple que tu donnes, si je suis un dirigeant qui ne suis pas très à l'aise devant une caméra, c'est OK. J'ai deux choix. Soit je le travaille en amont, donc je fais en sorte de gagner en confiance et de me sentir de plus en plus à l'aise. Soit c'est vraiment trop compliqué pour moi et c'est OK, et je laisse faire d'autres personnes. Je mets devant la caméra des personnes un peu plus à l'aise et qui vont avoir un discours le plus authentique possible. Bien sûr qu'il y a un peu de travail, bien sûr qu'on prépare un peu et qu'on cherche à donner une bonne image de son entreprise, bien entendu, mais en essayant d'être authentique. Parce que c'est l'écart dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion de promesse. Tout ce qui est montré aujourd'hui par une entreprise, que ce soit dit, que ce soit visuel, que ce soit une vidéo, que ce soit sur le site, que ce soit dans une doc, ce sont des promesses qui sont faites aux clients, aux potentiels clients, prospects et clients. Ce sont des promesses qui sont faites. Ce sont des promesses qui sont faites aux personnes qui pourraient nous rejoindre. Et nous avons tous un détecteur très actif d'écart de promesses. Si ce que nous percevons dans la réalité et ce qui nous a été dit n'est pas aligné, ça sonne faux. Et si ça sonne faux, j'y vais pas. Donc, si on veut être vraiment attractif, il vaut mieux faire parler des techniciens, des commerciaux, des ADV, des personnes au support, des administratifs, qui soient simplement juste un peu à l'aise face à une caméra et on les fait simplement parler en les questionnant. Donc là, il faut juste structurer un peu ça de façon à ce que ce soit authentique. Plus vos messages seront authentiques, plus vous serez attractif. C'est très très clair. Et tout ça, ça doit être fait avant, au long cours, très régulièrement. Très très régulièrement. Si c'est pas juste, je vais avoir besoin de recruter dans un mois, boum, je balance 3 vidéos et puis après terminé, plus rien. Ça marche pas. C'est de l'argent investi pour rien. Ce qui doit être fait, c'est de se dire, ok, soit ça a déjà été fait, il y a des entreprises qui le font, ce que je suis en train de dire là. Mais pour toutes celles qui ne le font pas ou encore pas de manière assez régulière, posez-vous et dites-vous quelle est la stratégie de communication, d'attractivité, de talent que je vais mettre en œuvre. Aussi bien pour des techniciens, mais pour les autres postes, c'est pareil. Ça marchera de la même manière. En me posant et en disant, OK, je vais communiquer régulièrement, quel va être le rythme, sur les réseaux, sur mon site internet, sur tous les canaux possibles, régulièrement sur ce que nous faisons. Je vais rendre visible l'intérieur de l'entreprise. Okay. Donc, ça peut être simplement des posts avec quelques images, ça peut être des vidéos, okay. Ça peut être des petits articles, ça peut être des témoignages, il y a plein de façons de le faire. Et ça, je le fais. Une fois que je démarre, je démarre.
Je fais ça pendant des mois et des mois. Je m'arrête pas, en fait. C'est du long cours. Et du coup, quand je vais avoir à recruter, j'aurais commencé à tisser une toile de communication. J'aurais commencé à poser une vraie logique d'attractivité qui fait que mon annonce va être beaucoup plus vue et beaucoup plus, je vais recevoir beaucoup plus de réponses que si je n'ai rien fait et qu'elle arrive tout d'un coup. Là, tout d'un coup, je me mets à publier une annonce. Ouais, tout simplement parce qu'on a l'impression de déjà connaître l'entreprise. Exactement. Et je suis content de ta réponse sur la durée de la stratégie. Et je te demandais ça parce que voilà, je fais un gros raccourci, mais personne ne parle de SAV. C'est pas tout à fait juste, mais vraiment très peu de personnes. Donc nous, on s'est dit, on fait un podcast pour discuter de SAV. Moi, comme vous le savez tous, je fais de la vidéo tuto dans le SAV aussi, donc vraiment une accroche SAV énormissime. Et du coup, en fin d'année dernière, je me suis dit, mais aussi, il faut que quelqu'un s'occupe de parler du SAV en vidéo dans les entreprises. Donc j'ai commencé de prospecter. Beaucoup de gens ont été intéressés, mais à chaque fois, ça s'est arrêté parce que ce qu'ils voulaient, c'était une vidéo. Et moi, ce que je leur répondais, c'était que non, je vous ferai pas une vidéo parce que vous allez dépenser votre argent pour rien. Alors moi, je suis vraiment un mauvais vendeur parce que j'aurais dû leur vendre le truc, mais je me voyais pas leur faire une vidéo qui va peut-être marcher. On sait même pas, on sait jamais si ça marche, mais mettons, ça marche pendant un mois et un mois après, hop, il se passe plus rien pendant 6 mois. Et ça, c'est pareil. En fait, autant de rien faire parce que déjà, vous allez dépenser votre argent pour rien. Puis en plus, ça donne aussi l'image des gens qui ont démarré quelque chose puis qui l'ont arrêté. Donc, c'est sûr que ouais, ça prend du temps, peut-être de l'argent si vous voulez faire intervenir des prestataires, mais ça vaut le coup parce que clairement, ça fait la différence, surtout dans un secteur comme le nôtre où on a du mal à attirer du technicien. Et je finirai sur une punchline que tu nous as dit au dernier épisode, c'est que il faut traiter l'image de son entreprise comme on traite l'image de la vente de nos produits, quoi. Hein, si on faisait comme ça, ce serait quand même plus facile d'attirer des techniciens. Ouais, c'est très important en fait. C'est dans tout ce que tu dis, la clé, la ligne directrice, la ligne de fond qu'il y a derrière, c'est que c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder la communication autour de la marque employeur, autour de l'attractivité des métiers, comme une dépense. C'est un investissement, réellement. Et il faut le réfléchir comme ça. C'est-à-dire que si ta démarche est très juste de dire je vous ferai pas une vidéo pour vous faire une vidéo. C'est de l'argent perdu. Là, pour le coup, ça serait une dépense. En revanche, s'il y a une vraie stratégie, si on se construit une ligne directrice dans le temps avec une visée, on sait ce qu'on va chercher, on sait pourquoi on va le chercher, la vidéo devient un des comment. Okay, ça peut être plein de formes de communication, dont la vidéo, et ça devient un des comment. Et là, ça devient un investissement parce que je sais que je dépense quelques euros avec ou sans prestataire, mais je dépense quelques euros et je sais que je vais les récupérer à moyen terme en ayant plus de talents qui vont venir chez moi. Quand on voit les coûts dépensés par certaines entreprises pour trouver des techniciens, l'énergie, les coûts de recherche, les coûts des personnes, le temps passé des personnes en interne dans l'entreprise, le fait de traiter X CV, le fait de recevoir des personnes à 1, 2, 3 personnes, de les faire venir, elles commencent leur période d'essai et au bout de 3 semaines, voire un petit peu plus ou un petit peu moins, elles s'en vont, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la somme des heures, le coût réel de ça, ce sont des milliers d'euros. Donc, il vaut mieux mettre ces milliers d'euros ailleurs, dans un investissement sur une stratégie que l'on pilote, où on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, comment on le fait et comment on investit nos euros, pour garantir un taux de réussite bien plus élevé sur la production. Et je vous garantis que quand on a engagé cette logique d'investissement, c'est totalement différent. Évidemment que dans le recrutement, il y a toujours une part aléatoire, il y a toujours une part qu'on ne maîtrise pas. Et est-ce que ça va matcher ou pas avec chacun des candidats? C'est toujours un petit peu, il y a une part de hasard. Moi, je dis plutôt de coïncidence, mais on pourra en débattre. Et donc, le pilotage, si j'ai ce pilotage-là, j'ai une communication régulière. Je publie des offres. Alors, je vais peut-être détailler un petit peu. Une offre, aujourd'hui, doit être détaillée. Il faut arrêter de faire des offres génériques. L'offre, elle doit parler votre langue. Elle doit avoir vos mots. Elle doit parler de vos valeurs. Elle doit être précise dans ce que vous recherchez en termes de mission, d'expérience, de profil, les valeurs de la personne que vous attendez, les responsabilités qui en découlent, le niveau de salaire. Okay, j'ai commencé à en parler il y a quelques fois. C'est important aujourd'hui d'indiquer le niveau de salaire.
vous gagnez environ 3 fois plus de lecture de votre offre s'il y a un salaire indiqué que s'il n'y en a pas. Okay. L'attendu aujourd'hui, c'est de savoir où je mets les pieds. J'ai envie de savoir tout de suite, quand je suis candidat, si oui ou non ça correspond à ma tranche de salaire. Parce que si ça n'y est pas, vous allez recevoir des CV, mais très vite la réponse va être non, ça m'intéresse pas. Allez, donc autant gagner du temps, quoi. Autant gagner du temps. Exactement. Autant gagner du temps. Surtout d'avoir plus de CV, plus de personnes qui viennent répondre à l'offre. Donc, il y a toute une structuration comme ça de l'offre qui est importante. Il y a une stratégie de où je la diffuse. C'est-à-dire que l'offre, elle doit être diffusée bien sûr sur les réseaux tels que LinkedIn, Indeed et les plateformes un peu niches selon mon secteur d'activité. Au niveau de mes syndicats aussi, pensez à communiquer auprès de votre syndicat sur le fait que vous recherchez. C'est très important, hein, ce sont des super relais. Parce que les syndicats font tout un travail d'attractivité des métiers. Okay. Donc moi, je cite régulièrement le DLR sur les distributeurs, loueurs, réparateurs de matériel de TP, de manutention et de levage, qui fait tout un travail autour de ça, avec une vraie démarche construite. Il y a les WorkSkills qui font un travail extraordinaire pour rendre visible des talents, des jeunes qui ont un vrai savoir-faire, avec un concours qui permet de repérer des jeunes très performants. Donc tout ça, c'est intéressant de le faire savoir. Ensuite, c'est également important de diffuser auprès des réseaux habituels, de nos réseaux professionnels, si vous faites partie d'une chambre diverse ou variée, vos réseaux personnels, okay, et puis les écoles, bien entendu. Alors, normalement, ça, c'est plutôt en démarche active, le fait d'aller repérer les écoles de son territoire, de faire savoir qu'on existe, mais pas seulement au moment où on cherche. C'est là où c'est important, c'est de comprendre qu'il faut avoir une stratégie. La démarche auprès des écoles, il faut la faire au long cours. Ça veut dire qu'il faut prendre régulièrement des stagiaires de troisième, qu'il faut, si possible, avoir une démarche d'apprentissage. Vous faites venir des jeunes et pendant 1 an, 2 ans, vous allez les faire monter en compétences. Mais attention, il faut que vous ayez réellement un tuteur, un mentor qui va s'en occuper. Là aussi, hein, c'est toujours pareil, ça doit faire partie de notre stratégie. Donc, vous allez mettre de l'énergie et il faut se comporter comme en période de recrutement. C'est-à-dire qu'il faut recruter votre apprenti avec le même niveau d'exigence que si vous alliez recruter un candidat, bien sûr, en abaissant le niveau d'expérience et de compétences, puisque vous allez l'accompagner. Mais en termes de valeur, en termes de mission, en termes de responsabilité, la même logique. Okay, parce que si vous recrutez des apprentis, c'est pas juste pour former des jeunes, c'est aussi pour les garder. En tout cas, pour en garder une grande partie. Et ton offre d'emploi, tu la donnes aussi à tes salariés actuels pour qu'ils la diffusent encore plus. Évidemment. Si j'ai bien mis en place cette stratégie où mes salariés communiquent de ce qu'ils font dans mon entreprise régulièrement. C'est très simple de leur dire, voilà, on recrute quelqu'un, parle-en, fais-le savoir. Et ils vont le faire aussi à leur manière, avec leurs mots. Et ça va être intéressant. Et si, évidemment, mon image est positive, tous mes collaborateurs vont avoir envie d'en parler, vont avoir envie de dire autour d'eux, bah viens chez nous, tu vas voir comme c'est sympa. On y bosse bien, on est bien traité, on est bien payé. Tous ces éléments-là sont juste fondamentaux. Donc, en fait, si on prend la question dans le sens inverse, si on a des difficultés à recruter et à attirer des gens, il faut se reposer toutes les questions que l'on vient d'aborder. Qu'est-ce que l'on fait au quotidien pour ? Exact. Donc maintenant, on a parlé de l'attractivité de l'entreprise, de l'image qu'elle renvoyait vers l'extérieur, on a parlé de stratégie de recrutement. On pourrait encore faire un épisode là-dessus. Maintenant, c'est génial, j'ai réussi à mettre tout ça en place. J'ai mes techniciens qui sont arrivés. Comment je fais en sorte de les garder le plus longtemps possible ? Question à 15 000 €. Alors, je vais rester sous la focale de on vient de recruter quelqu'un sur ce moment-là où on l'accueille, en fait. C'est le moment de onboarding en bon français. Donc, où effectivement, il y a 3 éléments clés. Le premier, c'est que je dois avoir fait des justes promesses. Je reviens dessus parce que c'est important. La façon dont j'ai communiqué, ce que j'ai dit au moment du recrutement et ce que j'ai dit en entretien doit absolument correspondre à la réalité. S'il y a des écarts, le niveau de confiance va descendre, le niveau de motivation va se casser la figure et les personnes ne vont pas rester. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de parler vrai. L'authenticité, c'est de plus en plus important. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est que la personne qui va venir doit se sentir accueillie. Et se sentir accueilli, ça veut dire que
je vais être accompagné dès le début, dès la première minute où je vais mettre le pied dans l'entreprise. On va me prendre en charge, les outils, tout le matériel dont j'ai besoin est là. Je vais rien attendre. Ça a été anticipé. Mon bureau, ma caisse à outils, mes EPI, mes vêtements, etc. Tout ça a été préparé. On va m'amener, bien sûr, je vais rencontrer les différentes personnes de l'entreprise et on va m'accompagner tout du long, pendant plusieurs jours. Pas une journée, voilà l'entreprise, voilà, je te présente les personnes et salut, démerde-toi. Ça, c'est pas possible. Ok, on doit y revenir. Je dois savoir qui je peux contacter, pourquoi, selon les sujets, parce que je vais me poser plein de questions quand on arrive dans une entreprise. On se pose plein de questions. Est-ce qu'il y a un petit livret d'accueil qui précise les données très pratico-pratiques? Ok, j'ai une question sur ma fiche salariale, c'est quoi le contact? J'ai une question sur le logiciel qu'on doit utiliser, c'est qui le contact? Comment je vais être formé aux outils que je vais utiliser? Comment je vais être formé si je suis chez un distributeur ou un concessionnaire auprès des fabricants qu'on représente? Quelle va être un peu toute la stratégie de formation sur les premières semaines, les premiers mois, la première année et les suivantes? Tout ça, ça doit être fait. Et je dois avoir des réunions régulières, à minima une fois par semaine, avec les personnes qui me suivent, le mentor qui va me suivre, ou en tout cas le tuteur qui m'accompagne, pour faire le point. Comment ça va? Quel est un peu mon rapport d'étonnement sur ce que je vis? Quels sont les ajustements dont j'ai besoin? Quelles sont les questions que je me pose? Etc., etc. C'est un vrai accompagnement. Super important ce que tu dis. Moi, j'aime bien apporter un peu de concret. Je l'ai vécu plusieurs fois, ça. J'ai vu une personne, donc c'était pas dans mon équipe, mais une personne qui est arrivée son premier jour, sauf que son manager, peu importe la raison, hein, mais il avait pas commandé ses PC, ses machins. Et cette personne-là a été un peu laissée à l'abandon pendant 3-4 jours, sans matériel, sans rien. Et on lui disait, va avec machin. Mais quand t'es dans un open space comme ça, sur des PC en train de gérer des tickets salés, c'était vraiment... On pouvait voir la détresse dans ses yeux. Oui. Autre chose, moi, je suis arrivé dans une entreprise où j'étais manager. Oui. Et je pense que tu n'accueilles pas de la même façon une personne qui va rentrer dans ton équipe, qui manage pas, que vice-versa qu'un manager. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, quand je suis rentré, mon chef m'a présenté 60 personnes dans un énorme open space en moins d'une heure. J'ai retenu 0 prénom. Bien sûr. Et après, il m'a montré ma chaise et mon bureau. Il a dit, de toute façon, les gars là, c'est dans ton équipe. Et donc, tu te retrouves à être... c'est tes équipes, c'est à toi de les gérer, mais tu viens d'arriver. Et voilà, on te file un PC. Et de toute façon, dans les premières heures, t'as rien à faire quand t'arrives. Et j'ai été laissé là à l'abandon. Et sur le temps de midi, je savais même pas où était la cantine. Mon chef avait disparu. Et voilà, ça, c'est super important. Comme tu dis, d'accompagner déjà sur la première journée, mais presque. Il faut rester avec la personne qui arrive toute la journée. Je suis désolé, quoi. Et lui, le laisser peut-être 2-3 heures par-ci, par-là, mais c'est quand même super difficile de laisser les gens à l'abandon quand ils connaissent pas les habitudes de chacun et tout. Donc en plus, moi, mon équipe était super mal à l'aise en disant, du coup, tu viens à la cantine. J'étais, mais comment ça marche? Faut payer et tout. Il y a une carte. Ouais, t'as pas ta carte? Non, j'ai pas ma carte. Ah, d'accord. Et donc tout le monde était super mal à l'aise. Et j'insiste aussi sur le fait de l'accompagnement sur la durée. Il faut prendre le temps. Ça va vous prendre du temps, mais c'est de l'investissement, encore une fois, d'accompagner les personnes qui arrivent sur 2, 3, 4 semaines, même facilement. Franchement, moi, je le faisais sur 4 semaines avec mes équipes, où la première semaine, j'étais beaucoup avec elles. Après, la deuxième semaine, on relâchait un peu du lest. Puis surtout aussi, sur la durée, moi, je les faisais rencontrer les autres. Parce que dans des entreprises, tu vas travailler avec beaucoup d'autres interlocuteurs. Donc, ils avaient des rendez-vous déjà planifiés dans leur agenda avec Laurent Mella, avec Johan Font, et ils allaient les voir, ils passaient une demi-heure avec pour présenter, mais ils se prenaient pas 60 personnes direct en 1 heure, quoi. Mais non, c'est impossible. C'est super important parce que déjà ça, comme tu dis, hein, c'est l'image que tu renvoies directement. La première impression, comme on dit, hein, t'as qu'une seule chance d'en faire une bonne, quoi. Donc, faites super attention à ça. Ouais, et même, je dirais, là, dans ce que tu viens de décrire, c'est complètement ahurissant. C'est-à-dire que c'est juste aujourd'hui totalement inacceptable. Il faut pas s'attendre à ce que la population, la jeune population qui arrive, accepte les conditions que tu as vécues. C'est juste impossible. Et cette jeune population a raison.
Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter quelqu'un comme ça. Pour faire un petit peu un aparté sur la question du manager, quand on accueille un jeune manager dans une équipe, il y a tout un tas de temps préparatoire. C'est-à-dire que d'abord, il y a un avant. L'équipe, on doit avoir discuté avec elle, l'avoir